J'aimerais que cela arrive au plus tard l'année prochaine, en 2025, et que l'agression ne soit pas répétée. Plus nombreux et mieux équipés que leurs ennemis, les soldats de Moscou ont hissé mercredi leur drapeau à Vuhledar. Située à la jonction des fronts Est et Sud, la ville est stratégique. Elle offre une vue dégagée sur les alentours, de quoi permettre au Kremlin de poursuivre son avancée vers Pokrovsk, autre ville clé pour la logistique ukrainienne. Mais surtout, aujourd'hui, Zelensky ne peut plus parler de paix avec les Russes parce qu'il n'est plus du tout en position de négocier quoi que ce soit, parce qu'une fois de plus, il a abusé de la bonne foi des Russes. Mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Pour cette vidéo, on va s'intéresser à la situation en Ukraine et au nouveau discours de Volodymyr Zelensky. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Alors, on va commencer par cette vidéo de France 24 qui date d'il y a 2 jours, du 12 octobre 2024, qui dit « Volodymyr Zelensky dit vouloir obtenir la fin de la guerre en 2025 ». À Berlin, Volodymyr Zelensky s'entretient avec Olaf Scholz. Le chancelier allemand l'assure, le soutien de Berlin à l'Ukraine ne faiblira pas. La recherche d'une paix juste et durable pour l'Ukraine reste le principe directeur de notre action commune. Nous n'accepterons pas une paix dictée par la Russie. Malgré les demandes répétées du président ukrainien, l'Allemagne refuse de livrer des missiles de longue portée à Kiev. Dans son budget 2025, la coalition au pouvoir a également réduit de moitié l'enveloppe d'aide militaire au pays à 4 milliards d'euros. Une somme en dessous de laquelle Berlin ne descendra pas, a promis Olaf Scholz. Jeudi, Volodymyr Zelensky s'était rendu au Royaume-Uni, en France et en Italie. L'objectif de cette tournée européenne express, présenter son plan de la victoire visant à mettre fin à la guerre contre la Russie dans les prochains mois, selon lui. J'aimerais que cela arrive au plus tard l'année prochaine, en 2025, et que l'agression ne soit pas répétée. Pour y parvenir, Kiev demande notamment à ses partenaires occidentaux de lui permettre d'attaquer le territoire russe avec leurs armes, une possibilité pour l'instant rejetée par les États-Unis et le Royaume-Uni. Dans le même temps, l'armée russe gagne du terrain dans l'est de l'Ukraine, où elle frappe des infrastructures énergétiques à l'approche de l'hiver. Comme vous pouvez le voir, maintenant Zelensky, c'est le serpent qui se mord la queue. Il veut arrêter la guerre pour 2025, il veut que le conflit s'arrête et que la situation ne se répète pas, mais il ne peut plus parler avec les Russes. Et son plan est de se surarmer pour mettre fin à cette guerre. Mais on vous rappelle que ce monsieur a été surarmé à plusieurs reprises et qu'il n'a pas eu les résultats sur le terrain. Donc qu'est-ce qui fait croire, ou qu'est-ce qui pourrait lui faire croire que ce tour-ci, il sera en mesure d'imposer la fin du conflit à la Russie? Et, chose importante, c'est que la chose sur laquelle il compte pour renverser l'issue de ce conflit, ou en tout cas le momentum ou l'avancée inexorable des Russes, comme c'est dit dans la fin de ce reportage, c'est de pouvoir frapper la Russie en profondeur avec des armes dont ils ne disposent pas. Nous avons déjà vu précédemment que les États-Unis ont dit qu'eux, ils préfèrent donner de l'argent, mais qu'ils n'autoriseront pas l'Ukraine à frapper la Russie avec leurs armes longue portée. Soyons clairs, la Russie ne gagnera pas la guerre. Sous-entendu, ce sera l'Ukraine. Et justement, pour l'emporter, Volodymyr Zelensky présente à son homologue américain son fameux plan de la victoire, visant à mettre fin à l'invasion russe. Nous nous préparons à discuter des détails pour renforcer le plan, coordonner nos positions, nos points de vue et nos approches. Nos équipes travailleront ensemble pour assurer la mise en œuvre de nos futures étapes. Nous devons dès maintenant renforcer la position de l'Ukraine sur le champ de bataille et c'est pourquoi je suis fier d'annoncer aujourd'hui un nouveau programme d'aide à la sécurité d'un montant de 2,4 milliards de dollars. En tout, c'est une nouvelle aide militaire de 7 milliards 900 millions de dollars que le président américain a promis à Volodymyr Zelensky, notamment une nouvelle batterie de missiles américains Patriot, des drones ou encore des missiles de longue portée. Mais toujours pas de feu vert américain, tant espéré par Kiev pour tirer en profondeur sur le territoire russe avec du matériel américain. Parce que
comme on l'avait vu ici, Vladimir Poutine avait posé le haut là. Vladimir Poutine avait dit, si nous constatons des missiles de quelque pays que ce soit qui tombent en Russie, ce pays-là rentre en guerre avec nous. Alors c'est pas la première fois que Vladimir Poutine met en garde l'Occident. Il a plusieurs fois au cours de ce conflit répété qu'on se rapprochait d'une guerre ouverte entre l'OTAN et la Russie, mais sans jamais donner de limite vraiment très claires. Hier, il a dit si des missiles européens ou américains de longue portée tombent sur le territoire russe, alors cela changera la nature du conflit et cela provoquera une guerre entre la Russie et l'OTAN. Et depuis, tous les Occidentaux n'ont jamais autorisé Kiev à utiliser leurs armes pour frapper la profondeur de la Russie. Voilà à peu près quelle est la situation. Mais ce qui est le plus important ici, c'est de mettre les choses en perspective. Vladimir Zelensky ne peut plus parler de paix parce qu'il a déjà utilisé cette carte et on a vu ce que ça donnait. Souvenez-vous, il y a 3 mois à peu près, le 16 juillet, il déclarait ceci. Mi-juin, en Suisse, la Russie n'avait pas été conviée au sommet sur la paix. Mais pour la première fois, Volodymyr Zelensky ouvre la porte à des négociations avec Moscou, sans même exiger le retrait préalable des troupes russes. Je pense que les représentants russes devraient être présents au 2e sommet. Un second sommet espéré par l'Ukraine en novembre. D'ici là, le président Zelensky veut préparer un plan pour une paix juste. Il porterait non pas sur l'arrêt des hostilités, mais sur 3 sujets. Les échanges de prisonniers, la sécurité énergétique de l'Ukraine, fragilisée par les bombardements russes. Enfin, la navigation en mer Noire, cruciale pour les exportations ukrainiennes. À ce jour, pas de solution diplomatique en vue. Les positions entre les deux camps semblent irréconciliables. Mais l'issue de l'élection présidentielle aux États-Unis pourrait changer la donne. En cas de victoire début novembre, Donald Trump promet de mettre un terme à la guerre en quelques semaines. Ces déclarations inquiètent l'Occident, car il menace de réduire l'aide à l'Ukraine. Je pense que si M. Donald Trump devient président, nous travaillerons ensemble, je n'ai pas peur de cela. La majorité du Parti républicain soutient l'Ukraine et le peuple ukrainien. Début juillet, le Premier ministre hongrois Viktor Orban, connu pour ses positions pro-russes, avait rencontré Vladimir Poutine à Moscou après un passage à Kiev. La Hongrie, qui vient de prendre la présidence tournante de l'Union européenne, Viktor Orban s'était attiré les foudres des 27 en appelant l'Ukraine au cessez-le-feu. Ici, vous avez la supercherie qui avait monté Zelensky et son général Syrski pour faire croire à tout le monde et à l'opinion publique que l'Ukraine voulait trouver une solution avec la Russie. Or, pendant ce temps-là, l'Ukraine, avec ses alliés, était en train de comploter pour faire l'incursion à Kursk. Voilà pourquoi il ne peut plus parler de paix avec les Russes. Parce qu'à un moment où il avait fait ses déclarations en disant que il accepte de parler avec la Russie pour la paix, la Russie avait dit que voilà, on peut envisager la paix en renégociant selon les termes de l'accord de paix qu'on avait trouvé, que vous avez rejeté quand Boris Johnson est venu chez vous. C'était à peu près les termes qu'avait accepté Vladimir Poutine pour parler de paix. Il avait dit qu'on devait revenir aux conditions de l'accord qu'ils avaient trouvé. Or, tout ça, ce n'était qu'une farce. C'était pour que la Russie baisse un peu la garde et faire une surprise stratégique à la Russie. Et c'est ce qui se passait parce que cette déclaration, c'est le 16 juillet. Le 8 août, voilà ce qu'on apprend sur les chaînes occidentaux et la plupart des médias commentent ça avec joie. C'est l'humiliation de Vladimir Poutine et c'est l'humiliation de la Russie. Souvenez-vous. Selon Moscou, qui fournit ces images, ces cercles blancs désignent des positions ukrainiennes dans la région de Koursk en Russie, pilonnées dans la foulée. Ici, une action similaire, filmée cette fois depuis un hélicoptère. Convoqué par Vladimir Poutine, le chef d'état-major de l'armée russe Valery Gerasimov fait son rapport. Les opérations aériennes, les frappes de missiles et les tirs d'artillerie ont stoppé l'avancée de l'ennemi à l'intérieur du territoire russe en direction de Koursk. Réunion après réunion, Vladimir Poutine affiche une mine sombre. C'est la première fois que l'armée régulière ukrainienne pénètre en territoire russe.
Plus précisément, et toujours selon Moscou, jusqu'à 1 millier de soldats, des dizaines de chars et de blindés ont franchi la frontière au nord de Soumy et occupent une zone près de la ville de Soudja, touchée par des frappes ukrainiennes selon ses habitants. Ces combats ont provoqué l'ordre d'évacuation de plusieurs milliers de civils des deux côtés de la frontière, dans les oblasts de Koursk et de Soumy. À Kiev, aucun commentaire sur l'opération en cours, à part peut-être cette allusion hier de Volodymyr Zelensky. Plus la pression sera forte sur la Russie, sur l'agresseur qui a apporté la guerre à l'Ukraine, plus la paix se rapproche. Une paix juste par une force juste. Manœuvre de diversion, opération de communication ou réelle volonté de conquérir du terrain en Russie, la Maison-Blanche a indiqué qu'elle contactait Kiev afin d'en savoir plus sur les objectifs de cette incursion. Et voilà. Avec cette attaque, les Occidentaux, une fois de plus, voulaient forcer la Russie à dévoiler sa stratégie ou alors à changer la stratégie qu'elle avait mise en place sur le front du conflit. Parce que dans le Donbass, ça faisait des semaines que la Russie était en train de grignoter tranquillement l'Ukraine et que nous pensions tous que voilà, peut-être que ça ouvrirait les yeux à Zelensky pour demander la paix à la Russie. Or, c'est pas ce qu'on a eu. Ils en ont profité pour faire ça et leur espoir, c'était que soit la Russie envoie des troupes qu'ils allaient piéger, parce que on a vu dans les détails la stratégie qui avait été utilisée ici, c'était d'avoir plein de drones, d'avoir des matériels de brouillage pour permettre d'identifier les Russes, empêcher les Russes d'utiliser leur point fort, ce qui est l'électronique, et de les attaquer pendant qu'ils viennent porter secours ou qu'ils viennent sécuriser la zone de Koursk. Au bout de 2 semaines, quand les Russes ont compris la tactique et ont décidé de changer de stratégie et de prendre leur temps pour les chasser, voilà ce que les militaires ukrainiens eux-mêmes ont commencé à dire. Et souvenez-vous, c'était dans l'une de mes vidéos là aussi. C'est un énorme pari en fait que réalise l'armée ukrainienne que d'investir Koursk. Pourquoi et pour combien de temps en fait en réalité ? C'est ça, et c'est ce que les gens ici, en fait, même les militaires, ils se posent la question, parce que autant Pokrovsk, c'est une ville stratégique, une fois qu'ils auront Pokrovsk, les Russes vont avancer très très vite. Donc Pokrovsk, c'est un nœud stratégique. Autant Soudja, la ville de Soudja, qui est contrôlée par les Ukrainiens, n'a aucun intérêt stratégique. Et c'est ce que les Ukrainiens ici nous disent. C'est pour ça qu'ils ont eu tant de facilité à progresser et qu'ils continuent à progresser vers Koursk, parce qu'en fait, les Russes s'en moquent un peu de la ville de Soudja et de ses alentours. Ils savent qu'à tout moment, ils pourront la reprendre. Il suffira effectivement de ramener les troupes qui sont à Pokrovsk vers l'oblast de Koursk pour régler la situation. Vraiment progresser dans le Donbass. Donc en fait, oui, c'est vrai qu'une victoire là-bas, mais pourquoi faire? Alors peut-être, effectivement, on l'a dit, pour avoir une monnaie d'échange lors de négociations, de dire vous vous retirez de nos territoires et on vous rend ces territoires-là. Peut-être aussi pour montrer que l'Ukraine est encore capable d'avoir des gros succès, parce que depuis quelque temps, ça peinait un peu là, avec le Donbass où les Russes grignotaient. Maintenant, c'est plus du grignotage. Maintenant, carrément, là, ils avancent très vite. Mais pendant des mois, ça a été du grignotage. Mais bon, les Ukrainiens ne remportaient plus de grosses victoires. C'est aussi se prouver ça, et ça a remonté le moral des soldats. C'est déjà en ça au moins une victoire. Mais bon, après, sur les vrais objectifs, on n'a pas d'informations, ni les soldats d'ailleurs. Et ils nous le disent aussi. Ils nous disent on ne sait même pas combien de temps les gars vont pouvoir tenir à Koursk. Ici, vous avez le résultat de l'incursion à Koursk chez les militaires ukrainiens eux-mêmes. Vous voyez que les militaires ukrainiens eux-mêmes, ils ont prédit qu'ils allaient probablement être délogés de Koursk vers le mois d'octobre. Et vers la fin de cette vidéo, je vais vous mettre la situation sur le champ de bataille à Koursk en ce moment même, au mois d'octobre. Je crois précisément la situation, le 11 octobre ou le 12 octobre. Comme ça, vous verrez si cette prédiction des militaires ukrainiens eux-mêmes était bonne ou pas. Mais toujours est-il que voilà, la joie des Occidentaux quand l'Ukraine a fait cette incursion à Koursk, 2 semaines plus tard, s'était déjà transformé en une défaite. Et ils ont mis longtemps à l'accepter,
Et certainement que cette dame, avec cette publication, avait précipité la reconnaissance que voilà, Kursk c'était bien, mais que voilà, on commençait à se poser la question sur l'utilité de cette intervention. Et surtout, aujourd'hui, Zelensky ne peut plus parler de paix avec les Russes parce qu'il n'est plus du tout en position de négocier quoi que ce soit, parce qu'une fois de plus, il a abusé de la bonne foi des Russes, il a fait croire qu'il voulait la paix pour faire ce que les Occidentaux ont considéré comme un moment de gloire pour eux, l'humiliation de la Russie. Aujourd'hui, on voit ce que c'est et regardez la situation de l'Ukraine maintenant. C'est à l'aide de lampes torches que les secours vérifient que tous les habitants ont bien été évacués. Alors que la nuit était tombée sur Kharkiv, une bombe russe a frappé de plein fouet ce bâtiment de 5 étages, déclenchant plusieurs incendies. Une dizaine de blessés est à déplorer. Cet homme a eu très peur pour sa mère. Il y a eu une grosse explosion, tout le voisinage a tremblé, on a entendu les alarmes. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu de la fumée qui s'échappait. C'est là que j'ai réalisé que c'était la maison de ma mère. Au sol, plusieurs voitures ont pris feu, obligeant les pompiers à intervenir. Kharkiv, mais aussi Zolochiv et Kherson. Depuis hier, Moscou multiplie les attaques. Ici, pas moins de 40 maisons ont été détruites. Il y a aussi des blessés. Sur les 17 personnes blessées, 8 ont été emmenées à l'hôpital où elles sont actuellement soignées. Les 9 autres ont-elles reçu des soins ambulatoires. Une armée russe qui a aussi lancé une salve de drones sur 15 régions ukrainiennes, la cible des infrastructures énergétiques. Plus nombreux et mieux équipés que leurs ennemis, les soldats de Moscou ont hissé mercredi leur drapeau à Vuhledar. Située à la jonction des fronts Est et Sud, la ville est stratégique. Elle offre une vue dégagée sur les alentours, de quoi permettre au Kremlin de poursuivre son avancée vers Pokrovsk, autre ville clé pour la logistique ukrainienne. Voilà. Donc, comme vous venez de l'attendre, ici, la stratégie ukrainienne s'est retournée contre eux. Ils avaient voulu aller à Kursk pour obliger les Russes à envoyer des troupes à Kursk et donc limiter la tension qu'ils mettaient dans le Donbass. À la fin, on se retrouve, Kursk est gâché, le Donbass a continué et les Ukrainiens ont dû vider les meilleures troupes qu'ils avaient à Kursk pour les ramener dans le Donbass et précisément pour le ramener vers Pokrovsk. Et pendant qu'on concentrait les gens à Pokrovsk, en retirant des gens et à Kursk et dans d'autres endroits du front, la Russie en a profité pour prendre encore d'autres endroits du front. On a ici Vuhledar qui a été pris, plusieurs zones stratégiques ont été prises et les Russes en ont profité pour avancer sur toute la ligne de front. Et maintenant, on vous dit que maintenant qu'ils ont pris Vuhledar, ils vont se consacrer sur Pokrovsk. Et donc, la situation de l'Ukraine ne fait que s'empirer. Parce que non seulement la Russie continue d'avancer, mais de moins en moins d'Ukrainiens veulent se battre.